Se nourrir de ses doutes et chercher en soi les réponses aux questions qui nous habitent tous. C'était la fin de ce premier chapitre sur la curiosité. Je vous l'avais promis, le deuxième temps sera consacré aux expériences qui nous sont aujourd'hui proposées. L'audace croît à l'expérience, je lis. On a pris des petites citations, on aime bien les citations, c'est pas moi, c'est Pline le Jeune qui le dit. C'est la même personne qui a écrit « Jamais personne n'a trompé tout le monde et jamais tout le monde n'a trompé personne ». Voilà, voyez le niveau. Donc ça, c'était Pline le Jeune. Tout ça pour dire qu'on va se servir de ces partages d'expériences pour nourrir vos réflexions, ceux des fondateurs de Harry & Co et de Boubouillon sur la difficulté d'installer une nouvelle marque en rayon et dans le cœur des Français. Celle de la chef Amandine Chéniaud, à la tête de 2 restaurants et de nombreuses autres entreprises. La prochaine la conduira à nourrir les athlètes des Jeux Olympiques en 2024. Celle d'entrepreneur, le fondateur de C'est qui le patron et celui de l'agence Change qui s'allie aujourd'hui pour participer toujours plus activement à la transformation de nos modèles d'alimentation. Et puis nous entendrons aussi la voix des Français par le truchement de l'étude dont je vous ai parlé, conduite par Harris Interactive pour le Food Morning. Pour l'heure, il s'agit donc de comprendre ce que l'on met derrière ce mot, expérience. En l'occurrence, ce ne sera pas moi, mais la directrice du département biens de consommation, environnement et lifestyle de Péclers qui vous en parlera, ou plutôt vous l'illustrera. Si vous voulez bien accueillir Patricia Beausoleil. Bonjour. Alors on va passer quelques minutes ensemble, une dizaine de minutes ensemble, pour parler justement d'audace et de curiosité. Et avec Péclers, on a l'habitude évidemment de parler de tendance. Et là, l'idée, c'était de vous partager 2 grandes dynamiques, 2 grandes tendances autour de cette curiosité et de cette audace. La première, on va évoquer cette notion d'identité singulière. J'entendais en introduction de toutes ces prises de parole cette idée que la curiosité, c'est d'aller voir un petit peu à travers la lorgnette d'une porte ce qui se passe ailleurs. Eh bien voilà, effectivement, on s'intéresse aux identités, à l'ailleurs, mais de façon un peu décadrée, différente, inattendue. Deuxième grande dynamique, c'est l'idée du bien vivre, du bien-être, l'hédonisme augmenté, encore plus, toujours plus. Donc tout d'abord, cette idée d'identité singulière, peut-être parler des ailleurs autrement, peut-être les croiser, créer vraiment cette idée de convergence de culture. L'idée aussi de stimuler le collectif pour apporter autre chose. Donc là, on est vraiment dans ce travail d'expertise croisée pour créer autrement, en fait. Et enfin, parce que l'ailleurs, c'est aussi parfois chez nous, parce que ce qui est pour nous une tradition peut être un ailleurs pour quelqu'un d'autre, eh bien, on va parler aussi de traditions décloisonnées, réinventées. Donc voilà, cet ailleurs hors norme, ce qui est intéressant finalement, c'est d'aller chercher des cuisines d'ailleurs avec un autre anglage, quelque chose d'inattendu. Je prends l'exemple de Gloria Cabé, par exemple. Elle propose de nous faire découvrir la cuisine africaine, mais avec une notion d'afro-véganisme. Donc, c'est une autre dimension, peut-être parfois inattendue, peut-être même méconnue, qui nous permet d'assouvir finalement cette curiosité avec la découverte d'une culture, d'une tradition gastronomique différente, mais avec en plus cette dimension du vegan qui est intéressante à déployer ici. C'est aussi finalement l'idée de proposer une culture, une tradition autre, passer au prisme de ses propres influences. Le luxe ne s'est pas trompé, par exemple LVMH qui convoque Maurice Sacco pour l'ouverture de son premier restaurant et pour là encore proposer une cuisine inédite, fusion de son histoire africaine avec sa sensibilité autour des cuisines asiatiques. Donc on est vraiment sur... Alors c'est pas la cuisine fusion telle qu'on l'entend depuis très longtemps, c'est vraiment encore un cran différent puisque ça l'amène aussi à une dimension gastronomique d'excellence. Voilà. Toujours dans ces expérimentations culinaires, dans ces partages de culture. J'aime beaucoup ce qui se passe par exemple avec Petrosian qui propose à un chef indien de développer des recettes qui mélangent caviar et épices indiennes. Donc
Là encore, on va tester des saveurs différentes, on va aller vraiment à l'exploration de nouveaux goûts, de nouvelles histoires culinaires. Dans cette idée de fusion inattendue, de mélange peut-être parfois improbable, j'aimais bien l'exemple de ce restaurant Gecko qui est en fait développé par un rappeur qui est portoricain et qui s'associe à un roi de la nuit, David Grudman, pour créer ce restaurant. Et il ne va pas du tout proposer une cuisine portoricaine, pas du tout. Il propose une cuisine qui est une hybridation de cuisine japonaise et nord-américaine. Donc là, vous voyez des croisements quand même assez improbables qui apportent finalement des expériences inattendues. On est vraiment dans cette quête d'expérientiel singulier. Voilà. Et enfin, évidemment, la street food n'est pas en reste dans ces explorations des ailleurs. Et alors, on voit aujourd'hui une véritable obsession du sando, qui est à la base une recette japonaise. C'est un petit peu le burger japonais, si je veux vulgariser la représentation du sando. Et on voit fleurir, alors à Paris, énormément de lieux de dégustation de sando qui ont le mérite d'être justement très adaptés à nos vies urbaines nomades, très instagrammables. On le voit ici, avec vraiment des couleurs, enfin quelque chose de très expressif et proposant évidemment une expérience de goût différente, inattendue. Voilà, alors stimuler le collectif, pourquoi ? Parce que en fait, l'idée de proposer le chef, cette espèce de suprématie du chef comme la solution pour être créatif, on a envie de le challenger, on a envie d'aller travailler proposer d'autres innovations pour créer autrement. Et on voit apparaître beaucoup de nouvelles solutions avec des collectifs de créatifs, d'experts, de chefs qui vont créer à 4, 6, 8 mains, voire plus, des expériences gastronomiques dans des lieux inédits, parfois dans des lieux éphémères, pour amplifier là encore l'expérience, pour la rendre encore plus rare. On parle aussi de chefs en résidence qui vont venir s'installer pendant un temps donné dans les lieux où on n'a peut-être pas forcément imaginé les attendre. Si on pense par exemple à la cuisine vietnamienne au restaurant Paul Bert, ce n'est pas forcément des codes qu'on aurait imaginé associés de prime abord. Voilà, tout ça évidemment pour créer autrement, pour multiplier les talents et innover dans le registre du gastronomique. Alors évidemment, des croisements, par exemple, vous avez Veuve Clicquot qui fait appel à des chefs, là encore pour repenser autour du champagne, des solutions gastronomiques inédites. Et c'est vraiment la richesse du collectif qui donne un résultat étonnant, inattendu. On est vraiment dans l'audace et dans la curiosité pour le coup. Alors, on parle de l'ailleurs, mais on peut aussi parler de ce qui se passe chez nous, en fait, avec des traditions qu'on a envie de décloisonner. Pourquoi décloisonner les traditions ? Alors, on pourrait se dire, oui, on reste dans notre zone de confort, on va aller dans des restaurants, manger le traditionnel pot-au-feu, etc., sans surprise, c'est rassurant, c'est cocoonant, etc. Eh bien, en fait, ce qui est intéressant là, c'est d'aller capter des nouvelles générations pour lesquelles le pot-au-feu ou la poule au pot ou encore la blette farcie qu'on trouve aujourd'hui à la carte du collier de la Reine, c'est une expérience qu'ils ont envie de se réapproprier avec leur code. Je pense aux Gen Z, je pense même encore aux plus jeunes. C'est une forme de transmission réinventée que d'aller proposer finalement de nouvelles esthétiques ou de nouveaux lieux pour avoir ces expériences traditionnelles. Alors beaucoup de restaurants qui revampent un peu leur décoration avec des codes très expressifs. Là, j'ai mis l'exemple du Bambini qui fait partie du groupe Paris Society, mais il y en a plein d'autres où on est quand même presque dans une forme de décoration opulente. On force un peu le trait du décoratif, mais justement pour amplifier cette expérience dans le lieu. Et à ça s'ajoute évidemment le rebranding de certaines marques traditionnelles, jouer même sur la ritualisation. Quand on est dans la tradition, on a des rituels attendus. Eh bien, on va avoir envie de les challenger. Je prends par exemple, alors là, ça va faire frémir certains d'entre vous, certainement, mais le vin en canette, ça peut sembler être une hérésie. Mais finalement, pour les jeunes générations, boire du vin naturel en canette, peut-être que ça pourrait faire sens.
sans c'est repenser des rituels, sans pour autant condamner évidemment notre gastronomie, notre tradition, mais aller capter d'autres personnes qui ne seraient pas forcément intéressées par boire du vin au premier degré. Et voilà, c'est vraiment réinventer finalement des rituels à destination d'autres tribus de consommateurs. Dans cette idée de dépoussiérer, de repenser la tradition, vous avez aussi toute une génération de collectifs de traiteurs qui font ça de façon très décadrée, avec beaucoup d'humour, qui vont aller vraiment sur la simplicité d'un ingrédient. Vous voyez par exemple là les radis vraiment traditionnels, etc. Mais qui vont faire ça de façon vraiment avec beaucoup d'émotion, où on va avoir peut-être un rappel des traditions d'antan, mais avec de l'humour en plus, avec des installations parfois presque un peu surréalistes dans leur façon d'aborder et les ingrédients et les recettes traditionnelles. Et ça, je trouve que c'est une force, cette idée de ramener un peu de fantaisie, d'inattendu, de surréalisme dans la tradition. C'est vraiment ce qui nous permet de faire peau neuve en quelque sorte et d'aller intéresser des personnes qui, au demeurant, ne seraient pas forcément intéressées par manger des blettes farcies, par exemple. Voilà. Deuxième histoire, c'est vraiment cette idée de l'hédonisme augmenté, ce besoin, cette quête d'émotion, cette quête d'expériences qui vont nous faire sortir de notre zone de confort, qui vont vraiment nous ramener, nous enrichir. Bon, clairement, on est dans une période qui est extrêmement anxiogène. On a envie finalement de s'évader, de lâcher prise, de libérer nos émotions. Et là encore, il y a plusieurs façons de le faire. D'abord, considérer que manger, avant tout, avant le fait que ce soit vital, c'est aussi et beaucoup une fête. Et vraiment redonner cette dimension festive, remettre cette dimension festive en avant dans les différentes expériences qu'on peut proposer, dans les lieux qui sont de plus en plus inventifs à ce sujet. Partir du principe de l'art de la table pour aller sur des tables d'art où vraiment on redimensionne finalement cette expression gastronomique en lui donnant une dimension plastique, artistique. C'est déjà le cas, évidemment, mais là, on va voir qu'on twiste un peu les codes, là encore. Et puis, dans l'émotion, on sollicite les sens, cette convocation des sens. Et là encore, on a vraiment envie d'aller vers une convocation polysensorielle. On n'est pas uniquement sur l'olfactif, le gustatif, mais on est aussi sur le visuel, sur le sonore, et on combine vraiment tous ces sens, et on a envie de faire vraiment, de sublimer finalement la transition d'un sens vers un autre. Donc voilà, manger est une fête. Alors ça peut paraître évident pour certains, ça n'est pas toujours, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point aujourd'hui les lieux de restauration s'emparent de ce claim en fait et essaient de l'amplifier. On va vouloir créer, par exemple, vous avez ce restaurant Aura où le chef vient préparer la cuisine directement sur les tables. On a une espèce de rituel presque un peu mystique autour de la préparation de la recette. Alors évidemment, on a aussi cette dimension de rareté dans l'expérience. Il faut que ce soit quelque chose un peu presque mystique, hein, expérience mystérieuse, initiée. On va entrer dans ces lieux, on est sur liste évidemment, tout n'est pas évident et facile pour accéder à ces espaces de convivialité entre guillemets d'exception. Et en fait, ce qui est assez drôle dans ce restaurant, c'est qu'au-delà donc, de toute cette gestuelle, cette ritualisation du chef à l'égard des convives, eh bien, il invite en fin de dîner les convives à monter sur les tables et à danser sur les tables du restaurant. Donc on est vraiment là dans une espèce de libération totale dans l'expression et dans le moment que l'on passe dans ce lieu. Ce qui est intéressant aussi, c'est les lieux qui sont éphémères dans la résidence, enfin dans l'espace en fait. Vraiment des espaces, des temps limités, voire même des dîners presque chez le chef, où là on va se sentir vraiment dans la dimension presque extraordinaire de l'expérience. Voilà, donc pléthore d'exemples. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces lieux proposent des expériences inattendues, inédites, hein, qui stimulent évidemment cette dimension festive et cette idée de convivialité augmentée, amplifiée. Alors voilà, l'art de la table ou la table d'art, bien entendu, gastronomie, expression culinaire, c'est de la création à proprement parler. Mais là, on rentre dans une dimension plastique amplifiée.
Vous avez toute une génération de nouveaux traiteurs, chefs, qui s'emparent vraiment de ce concept-là, de cette idée-là, de faire de leur expression culinaire, au-delà de la combinaison des ingrédients, vraiment une revendication esthétique très forte. Le travail de Laila Gohar, par exemple, que vous voyez là, avec cette main sculptée qui est en fait une main en beurre, c'est quand même assez inattendu. Alors Laila Gohar, au-delà de ce simple exemple, elle a vraiment une vision 360 finalement de la créativité autour de l'expérience gustative, puisqu'elle crée à la fois des objets pour goûter, s'aimer, des arts de la table. Elle est vraiment dans une créativité complète autour de son expertise. Oui, Arona, là encore, des traiteurs qui vont être vraiment en lien avec tous les événements culturels de la ville dans laquelle ils vont se déplacer. Et là encore, le lieu dans lequel ils vont exprimer leur créativité a tout autant son importance que ce qu'ils vont proposer comme mets à déguster. Alice Lacloche, là, qui a fait cette installation très naïve, très charmante pour Aime le Monde, avec des ingrédients que l'on connaît, mais mis en scène de façon totalement, là encore, inattendue, très créative. Balboosté, évidemment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les marques l'ont bien compris, ça, puisque finalement, créer un buffet au-delà d'une expérience, d'un lancement de produit, c'est bien au-delà que de simplement proposer un buffet lambda avec des petits fours. C'est vraiment continuer l'expérience et le dialogue de la marque avec le consommateur, avec le convive, autour de ce buffet. Et tous ces nouveaux traiteurs poussent vraiment l'expérience de la marque jusque-là, en reprenant finalement les valeurs de la marque et en les exprimant avec leur expertise, avec leur art culinaire. La pâtisserie n'est pas en reste dans cette expression complètement libérée. Vous avez là 2 exemples de gâteaux assez improbables. Alors, Hip Studio, ils font des choses complètement étonnantes, vraiment sans limite finalement, très libérés dans leur créativité. Ils ont travaillé par exemple avec Marc Jacob pour créer un gâteau pour Marc Jacob. Les couleurs sont complètement, on a l'impression d'avoir des produits totalement chimiques, néanmoins ce sont des produits comestibles et même plutôt agréables à déguster. Vous avez aussi ici, alors j'ai mis en avant deux exemples, mais il y en a pléthore. Elisa Moser. Alors, ce qui est intéressant chez ces pâtissiers, c'est qu'ils sont souvent avec une pluridisciplinarité d'expertise. Ils sont à la fois parfois sculpteurs et pâtissiers, photographes et pâtissiers, etc. Et pour terminer, dans cette idée de curiosité et d'audace, évidemment, ce principe de synesthésie qu'on a envie de découvrir, d'explorer, d'expérimenter, passer d'un sens à un autre, être vraiment dans la découverte. Alors, vous voyez cette petite vidéo qui peut paraître un peu bizarre, là. C'est un chef qui va aller chercher à inventer des nouvelles recettes avec du krill ou avec des bactéries marines. Et là, il a créé un cocktail, par exemple, qui est photoluminescent. Alors là, on voit bien ce que ça peut provoquer en termes de découverte gustative, olfactive et visuelle. Voilà, des lieux aussi qui rentrent vraiment dans cette idée d'hyperphysicalité, où vraiment on est en immersion totale dans le lieu et on va solliciter les sens de façon différente, de façon synesthésique, puisqu'il y a vraiment une perméabilité de passer d'un sens à l'autre. Ou encore, dernière expérience pour clore cette petite revue d'idées étonnantes, Launceston Place, qui est un restaurant londonien, qui collabore avec une marque de parfum pour restituer à travers la recette, finalement, l'expérience olfactive du parfum qui prend corps et qui prend vie à travers des mélanges d'ingrédients culinaires. Voilà, donc on voit bien que le domaine des possibles est très ouvert pour aller vers l'audace et pour assouvir cette curiosité. Merci. Merci beaucoup, Patricia, pour toutes ces idées et toutes ces images.